La Seconde Guerre mondiale a été combattue au sol, sur la mer, dans l'air, sur les pages imprimées, mais aussi dans les musées. Les musées ont joué un rôle décisif dans l'effort de propagande développé par tous les pays engagés dans la guerre, de la Russie à la Grande-Bretagne, de l'Allemagne aux États-Unis d'Amérique et jusqu'au Japon. Les images de ces expositions représentent aujourd'hui une trace majeure de cet effort intense développé pour mobiliser les populations restées à grande distance de la ligne de front. En 1943, la revue londonienne The Architectural Review publie un compte-rendu des expositions organisées par les Alliés. L'auteur est Gerhard Kallmann, un jeune architecte émigré en Grande-Bretagne. Dans son article, il écrit « Dans aucun autre domaine de l'art et de l'architecture, la guerre ne nous a apporté une moisson aussi généreuse et salutaire que dans le domaine des expositions. » Kallmann discute l'intense programme d'exposition développé depuis le début de la guerre, en particulier par le ministère britannique de l'Information. Présentant ces expositions, il insiste sur la nouveauté introduite par les programmes de la guerre qui ont permis aux idées modernes jusque-là interdites dans l'architecture officielle de la Grande-Bretagne d'atteindre le public grâce à la mobilisation de stratégies esthétiques et sémantiques utilisées par les artistes modernes, en particulier les surréalistes. Kallmann présente le programme intense d'exposition développé depuis le début de la guerre par le ministère de l'Information sous l'égide de Frank Pick, qui avait été le directeur visionnaire du métro de Londres dans les années 30. Pick avait invité des concepteurs d'avant-garde comme Misha Black, Milner Gray et Peter Gray à travailler sur les présentations qui avaient comme objectif de stigmatiser les nazis, de promouvoir l'économie dans l'utilisation des ressources, de reconnaître et de célébrer le soutien des Américains, mais aussi de contenir à distance les communistes anglais. Les compétences particulières des architectes furent utilisées de différentes manières pour organiser des expositions de propagande contenues à l'intérieur des murs des musées, mais qui aussi étaient parfois itinérantes vers le front et l'arrière. Des édifices étonnants furent aussi construits pour abriter des expositions, comme le Hall des Trophées, conçu par l'architecte soviétique Alexei Shchusev dans le parc Gorki à Moscou. Ce bâtiment était censé devenir une exposition permanente des équipements militaires capturés sur les Allemands après la bataille de Moscou de 1941, un tournant majeur dans la guerre. De l'autre côté de l'Atlantique, les musées nord-américains ont joué un rôle décisif en mobilisant la population au travers d'une série d'expositions qui visaient à restituer et à transmettre l'expérience de ceux qui avaient vécu sous la menace des bombes, qui avaient vécu les coups directs de la guerre. Le musée d'art moderne de New York, qui avait joué un rôle décisif au service de la propagande du New Deal dans les années 30, a servi avec une détermination égale l'engagement militaire des États-Unis. La première exposition du MoMA, la Grande-Bretagne en guerre, a transmis l'expérience britannique au public américain. Quelques semaines avant Pearl Harbor, le MoMA s'est battu pour l'entrée en guerre des États-Unis, célébrant les formes élaborées en temps de guerre telles qu'elles avaient été imaginées en Grande-Bretagne. On trouve dans le catalogue un texte du bibliothécaire de l'Institut royal des architectes britanniques qui affirme que chaque bombe qui tombe stimule la création. Une des plus fameuses de toutes les expositions organisées par MoMA pendant cette période est la Route de la Victoire, inaugurée en 1942. Son directeur artistique est le photographe Edward Steichen, qui a magnifiquement exploité les capacités de ce médium pour construire un itinéraire dramatique à travers l'exposition et à travers les théâtres de la guerre. Le sous-titre de l'exposition était « Une procession de photographie d'une nation en guerre ». Elle était constituée par de très grands tirages photographiques et conçue par Herbert Bayer, qui venait du Bauhaus de Dessau. Pendant le parcours de l'exposition, dont l'élément spatial fondamental était une rampe en spirale qui permettait de voir simultanément plus d'une douzaine de photographies au même moment, on peut trouver des traces des expositions antérieures des modernes européens, par exemple l'exposition du Werkbund allemand à Paris en 1930, et aussi l'impact des idées rhétoriques développées par les constructivistes russes Rodchenko et Lissitsky. Après la Route de la Victoire, le logement en temps de guerre a poursuivi une exploration engagée par le Musée d'art moderne de New York dès 1932. Son commissaire était Elliot Noyce, qui dirigeait alors le département du design industriel. L'exposition tendait à mettre le public dans une position de décision sur la manière dont les banlieues américaines de l'après-guerre se développeraient. Ces banlieues allaient-elles s'orienter vers les formes répétitives qui avaient été celles de l'avant-guerre, ou allaient-elles emprunter la route de la cité-jardin modernisée ? Un des
slogans de l'exposition étaient « La chose la plus intelligente qu'une ville peut dès maintenant commencer à faire, c'est de penser à ce qu'elle voudra être quand la guerre sera finie. Car la population peut ou bénéficier ou souffrir du fait de son logement. Le travail de guerre peut être la meilleure chose qui puisse arriver à une ville ou la pire. » La voie aérienne vers la paix, produite par le MoMA en 1943, a souvent été négligée. L'exposition visait à convaincre le public américain de ce que les temps d'après-guerre seraient déterminés par l'aviation. L'exposition était organisée par Wendell Willkie, qui avait été un candidat républicain mais progressiste contre Roosevelt. Il écrivait « L'avion moderne génère une nouvelle dimension géographique. Le peuple américain doit saisir ces nouvelles réalités s'il veut jouer son rôle essentiel en gagnant la guerre et en construisant un monde de paix et de liberté. » L'exposition mettait en évidence l'engagement civique de musées qui ne se contentaient pas de se centrer sur les questions d'architecture, mais qui utilisaient aussi leur position pour participer à et promouvoir des initiatives progressistes. Des expositions surprenantes furent organisées dans l'Europe occupée. En 1940, les Allemands avaient capturé pas moins de 459 architectes dans l'armée française. Ils furent tous enfermés dans un camp de prisonniers unique en Prusse orientale, où ils commencèrent à organiser un atelier semblable à ceux des Beaux-Arts. Une exposition de leurs dessins fut organisée à Paris, lors de laquelle des centaines de panneaux de bâtiments régionaux furent présentés. Totalement contrôlé par des catholiques conservateurs comme Henri Bernard, qui sera plus tard un architecte parisien important, ces architectes firent d'autres projets qui furent par exemple intégrés dans une exposition organisée en août 1944 à Paris, à peine quelques semaines avant la libération de la capitale. La fin de la guerre en septembre 1945 ne mit pas fin au programme d'exposition. Elles continuèrent dans de nombreux pays, en particulier en Grande-Bretagne et en France. À Londres, le Victoria and Albert Museum organisa en 1946 une exposition gigantesque intitulée « La Grande-Bretagne peut s'en sortir ». La première section de l'exposition que présente ce plan avait le titre de la guerre à la paix et présentait la manière dans laquelle les technologies développées pendant la guerre dans le domaine des plastiques, de l'aluminium, des structures gonflables, etc., pouvaient être transformées en objets pacifiques pour la vie quotidienne. Après la guerre, les institutions françaises organisèrent des expositions consacrées à la reconstruction et célébrant la contribution de l'Amérique, pas simplement à la libération du pays, mais aussi à la construction d'une nouvelle civilisation matérielle. Ouverte dans le Grand Palais de Paris en 1946, l'exposition « Technique américaine de l'habitation et de l'urbanisme 1939-1940 X », qui faisait référence à cette mystérieuse année 1940 X utilisée par la revue The Architectural Forum dans une série mémorable d'articles, était organisée par Paul Nelson, ancien élève d'Auguste Perret et architecte américain, et par le jeune architecte Anatole Kopp, qui deviendra plus tard un historien célèbre. Les expositions organisées à Paris et à Londres en cette année de 1946 montrèrent qu'après avoir été un instrument fondamental pour mobiliser la population pendant la guerre, les expositions pouvaient désormais avoir une finalité différente. Les expositions pouvaient maintenant aider la population à faire face aux défis de la paix, à réapprendre à vivre dans un climat de modernisation dans lequel les techniques de guerre seraient utilisées à des fins pacifiques.